Bonsoir et bienvenue dans votre émission Les Jeudis du Programme, l'émission hebdomadaire organisée par l'Espace Programme de la France Insoumise pour essayer de mettre en discussion, en débat, s'ouvrir aux controverses qui peuvent exister aujourd'hui en France et ailleurs en invitant des personnalités, des experts, des expertes, scientifiques, chercheuses, chercheurs, activistes, militants, syndicalistes, bref, l'émission où on s'ouvre à toutes les personnes qui veulent bien réfléchir et discuter avec nous des problèmes du moment. Ce soir, vous le savez, vous le voyez avec le titre de l'émission, on va se pencher sur un type particulier d'organisation à laquelle on a régulièrement affaire, à savoir les banques, et notamment les banques ici privées, qui hébergent nos comptes personnels. Voilà. Là où on met notre argent, ça va être l'enjeu fondamental de cette soirée et de cette discussion. Pourquoi c'est une question importante? On le sait, du début de cette émission jusqu'à la fin, il y aura eu en France déposé entre 40 et 50 dossiers de surendettement. Donc l'argent, comme on le sait, est une question fondamentale à la fois pour ceux qui n'en ont pas, pour ceux qui doivent en rendre alors qu'ils n'en ont pas assez, et pour les ménages qu'on appelle, qu'on qualifie, on va dire, de fragilité financière, qui, tous les ans, doivent donner, rembourser à peu près 250 € de frais bancaires. Donc on le voit, on est dans une situation très compliquée où ceux qui ont le moins sont celles et ceux qui on demande de rendre le plus. Pour en discuter, ce soir, on accueille Véronique Danet. Véronique, tu es co-animatrice du groupe thématique Banque de la France Insoumise. Tu es cadre et syndicaliste dans le secteur bancaire. Avec nous également, d'un peu plus loin, Adrienne Sala. Adrienne, vous êtes chercheuse à l'Institut français de recherche sur le Japon de la maison franco-japonaise de Tokyo. Vous êtes aussi chercheuse invitée à l'Université de Tokyo. Et donc, malgré le décalage horaire, vous êtes présente avec nous ce soir pour discuter de ces thématiques et apporter peut-être un autre regard d'un peu plus loin sur une question qu'on pourrait vite penser franco-française, mais qui en fait, on le verra, a des connexions, a des parallèles avec des choses qui se déroulent ailleurs dans le monde. Peut-être pour démarrer et être sûr que tout le monde comprenne bien de quoi on parle, j'aurais une question à toi, Véronique. Est-ce que tu peux revenir un peu sur cette question de frais bancaires, nous expliquer finalement de quoi est-ce qu'il s'agit? Pourquoi c'est un problème en France? Alors, c'est un très très gros problème parce que déjà ça coûte très très cher et qu'il n'y a pas de loi qui encadre ces frais. Et c'est devenu un très 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 gros problème depuis la crise 2008. C'est important à signaler parce que les banques, suite aux crises des subprimes, etc., avaient besoin de renflouer leurs fonds propres, avaient besoin de refaire de l'argent. Et ils ont trouvé ce moyen, en augmentant les frais bancaires, en les démultipliant, d'avoir une manne de plusieurs milliards. Donc ça s'est fait progressivement. Donc au départ, les gens n'ont pas réagi, et puis en plus ça a été fait, la communication sur ces frais a été faite comme une punition-sanction, donc les gens ne parlaient pas entre eux de ces frais, donc pour eux ils étaient punis, et quelque part il y a une normalité qui s'est installée, et comme il n'y a pas eu de grands mouvements de révolte contre ces frais bancaires, contrairement à ce qu'on avait vécu quand les banques voulaient facturer les chèques, ils ont continué, donc il y a 60 millions de consommateurs, des associations, etc., qui ont mis le nez dedans, et qui ont amené à ce que le gouvernement fasse des pseudo-réformes dessus, des pseudo-décrets. Donc on a eu le plafonnement de ce qu'on appelle les frais de forçage, qui sont quand vous n'avez pas assez d'argent sur le compte et que vous payez quelque chose en carte bleue, on va vous prendre 8 €. Donc, ils étaient tout heureux d'annoncer qu'ils allaient plafonner à 80 € par mois, ce qui est énorme. Et puis, les banques sont sorties de ça avec un grand sourire, finalement, parce que, qu'à cela ne tienne, si on nous plafonne ces frais-là, on en crée d'autres. Donc, on a vu naître les frais de courrier, les frais de retrait en carte, voilà, on a démultiplié, les frais de rejet, ils les ont augmentés, et c'est comme ça que depuis la crise 2008, on est passé à plus de 1000%. Les 1000% ne se sont pas faits que sur une augmentation des frais bancaires existants, mais sur une démultiplication de ces frais. Et donc, pourquoi aujourd'hui il est très très important de légiférer, et on y reviendra après, c'est parce que de toute façon, à chaque fois, ils trouveront un petit chemin pour créer autre chose et continuer à prendre ces milliards d'euros, les ponctionner sur les comptes des citoyens. Et donc ces frais, tu nous dis, ils ont une assise légale à l'heure actuelle?
Disons qu'elle est légale. Moi, je conteste cette légalité. Je Bien dis sûr. que c'est illégitime et illégal. Mais effectivement, au regard de la loi, ils font un peu ce qu'ils veulent. Nous, au niveau des associations et des personnes qui nous approchent, on les conseille. On a des lettres types, on fait jouer quelques règles et quelques décrets pour que les banques fassent des remises de frais. Mais c'est à la marge. C'est vraiment à la marge. Et donc ces frais, ils renforcent les situations de précarité, de pauvreté parmi les publics ? Carrément. Alors tout à l'heure, on parlait de 250 € en moyenne. C'est un chiffre que je conteste parce que 250, c'est un chiffre qui a été pris sur le nombre de clients bancaires. Comprenant les ultra-riches, comprenant... voilà. En vrai, les personnes qui sont impactées, la moyenne des frais bancaires sur les personnes qui sont impactées, donc plus de 8 millions de personnes, à savoir qu'il y a déjà annoncé par l'abbé Pierre en septembre plus de 10 millions de pauvres, donc on sait que le chiffre va exploser encore. C'est 1 000 € en moyenne. Et les cas, en fait, les cas courants, on est à 1 200, 1 300, jusqu'à 3 400 € de frais bancaires pour les personnes qui ont un accident de la vie. Et puis ça peut arriver tout le monde, parce que Bruno Le Maire, on en reparlera tout à l'heure, faisait penser à l'Assemblée que c'était que les clients fragiles. Non, un accident de la vie, ça arrive à tout le monde. Et c'est comme tu dis, c'est une spirale infernale. C'est-à-dire que de 200 € dans ce mois-ci que tu décales, tu peux te retrouver à moins 3 000 à la fin de l'année. Parce que si tu ne remontes pas ces 200 €, le mois prochain, tu as d'autres frais, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc, c'est une spirale infernale qui te conduit au surendettement. Alors que si tu avais été face à des personnes face à toi compréhensives, du moins compréhensives, qui avaient le droit de l'être, parce qu'on reviendra aussi sur le traitement des salariés en banque, ils auraient pu te donner un coup de main, faire des remises de frais, t'accorder une ligne de découvert supplémentaire pour t'aider dans cette problématique et ne pas laisser t'enfoncer. Or là, ce système, tout est mis en place pour que tu t'enfonces de toute façon. Alors peut-être on peut aller jeter un petit coup d'œil sur la situation dans un autre pays avec vous, Adrienne. Si on allait regarder un peu ce qui se joue dans un autre pays industriel, je pense ici au Japon, dont vous êtes, on l'a dit tout à l'heure, experte, et là d'où vous nous parlez ce soir. Est-ce que cette question du surendettement, comme vient de le dire Véronique, d'abord est-ce qu'elle existe et est-ce qu'elle se pose un peu dans les mêmes termes ? Oui, alors j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt ce que Véronique nous disait, puisque en apparence, il y a une grande différence au niveau de la structure, de l'origine du surendettement, puisqu'il faut savoir qu'au Japon, les frais bancaires ne s'appliquent pas aux découverts. Donc ça, c'est une grande différence apparente. On pourrait penser que, alors du coup, les frais bancaires ne sont pas à l'origine d'un problème de surendettement au Japon. Et pourtant, en fait, on retrouve des problèmes de fond qui sont tout à fait identiques à tout l'ensemble du processus que Véronique nous expliquait. Mais il va se placer sur un autre domaine au Japon. Il va se placer sur les taux d'intérêt. Et en fait, au Japon, l'une des grandes causes, si je peux dire, de la montée du surendettement et de l'apparition, de l'émergence du surendettement comme problème public provient essentiellement du manque de réglementation. Donc, on retrouve ici un parallèle avec le manque de réglementation, l'absence de réglementation qui encadre les frais bancaires en France. Donc, le manque de réglementation des taux d'intérêt jusqu'en 2006-2010. Et donc, cette absence de réglementation des taux d'intérêt a entraîné, en fait, la prolifération, pour le dire comme ça, de prêteurs que l'on dirait usuriers en France, mais qu'on ne peut pas qualifier d'usuriers au Japon puisqu'il n'y a pas de taux d'usure, et qui ont en fait profité du contexte économique de crise des années 90 et 2000 pour en fait engendrer énormément de profits en appliquant des taux d'intérêt élevés, en considérant que les emprunteurs étaient à haut risque et très peu solvables. Ces mêmes emprunteurs étaient généralement exclus ou n'avaient pas accès au crédit bancaire. Voilà, donc là, on a une cause du crédit, une cause du surendettement au Japon qui est liée à la structure du crédit, mais dont le processus de surendettement rejoint en grande partie, je pense, ce qui vient d'être évoqué par Véronique. Et donc, c'est un phénomène qui a une trentaine d'années. Exactement, voilà. C'est un processus qui a commencé, un phénomène qui a commencé dans les années 70 et qui est devenu un problème public dans les années fin 90-2000. Ça correspond en fait à la période de stagnation, de crise économique, puis de stagnation économique japonaise qui a été
largement engendré par une crise bancaire et financière. Et ça a vraiment émergé en problème public, donc politisation du problème du surendettement, porté par un mouvement non pas de consommateurs au Japon, mais d'avocats engagés. Bien sûr, avec l'aide d'associations de consommateurs, etc. Mais ceux qui ont vraiment porté le mouvement sont les avocats. Dans les années milieu 2000, 2006, avec une prise de conscience, en fait, à ce moment-là, d'une montée des inégalités économiques, socio-économiques dans la société japonaise. Ce qui est en fait une rupture très forte avec les périodes antérieures des années 80, où il y avait une image d'une classe moyenne homogène au Japon. Alors qu'en réalité, le problème du surendettement, il n'était pas nommé, existait déjà dans les années 80, sauf que l'ampleur était bien différente. Et comment on explique ça, que ce soit des avocats qui étaient à l'initiative de cette lutte ? Alors, c'est une question très intéressante. Pour répondre de manière assez simple, on peut comprendre, et on explique que ce phénomène est émergé par l'action des avocats militants, parce que justement le problème est lié à l'absence de réglementation. Mais en fait, si on rentre plus dans les détails, c'est pas qu'il y a une absence de réglementation, c'est qu'il y a une zone grise. Et c'est là que le cas japonais est très intéressant, c'est qu'il y a une absence de réglementation entre deux lois qui régule et qui encadre les taux d'intérêt. Donc, une loi qui encadre un taux d'intérêt très élevé jusqu'à 109,5% et une autre loi qui encadre jusqu'à 20%, donc qui correspond à peu près au taux d'usure, l'équivalent des taux d'usure français. Et entre les deux, il y a une zone grise, c'est-à-dire qu'il y a un vide juridique qui n'encadre pas, en fait, certaines formes de crédit, qui permet donc à des prêteurs non bancaires, c'est essentiellement les prêteurs non bancaires parce qu'ils ne sont pas soumis à la réglementation bancaire, de proposer des crédits qui se situent entre 20% et 109,5% annuels. Mais à partir de là, la porte est ouverte. Ils peuvent même dépasser ces taux-là. On rentre dans ce qu'on appelle le marché noir du crédit, mais comme il y a très peu de contrôle de ce marché, finalement, ça a vraiment laissé prospérer ce que je vous disais tout à l'heure, les prêteurs usuriers, en reprenant le terme français. Et donc, c'est les avocats qui vont se battre parce qu'ils voient bien qu'il y a un problème au niveau juridique et ils vont essayer de jouer sur le fait qu'il y a l'absence d'encadrement, l'absence également de loi des contrats, très faiblement protectrice des consommateurs jusque dans les années 2000. En fait, tout le mouvement des consommateurs, tout le mouvement association de consommateurs, etc., se développe dans les années 90 au Japon. Donc, ça touche tous les domaines de la consommation, des secteurs, dont la finance et dont la banque. Et donc, c'est là qu'en association avec ces mouvements de consommateurs dans le domaine du droit des contrats, la loi des contrats de consommation, des crédits à la consommation, ils vont voir qu'il y a des opportunités juridiques pour défendre les emprunteurs face aux prêteurs. Ils vont notamment jouer sur la question de la transparence de l'information et sur l'asymétrie de l'information entre l'emprunteur et le prêteur. Donc c'est un mouvement juridique parce qu'il y a une opportunité juridique du fait de l'absence de cadre légal et juridique et réglementaire dans ce domaine-là. Donc ça se retourne contre les prêteurs en fait. Et pour revenir dans le cas français, parce que ça permet de faire un écho très intéressant, cette question de comment on construit un mouvement social sur un sujet. Toi, Véronique, tu es au cœur un peu des luttes qui ont lieu aujourd'hui. Et qui les porte ? Comment ça s'organise, ce combat contre les formes de frais bancaires tout court ou abusifs ? Alors, déjà, il faut décomplexer les usagers des banques. Donc, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, cette société de consommation fait que les gens ont honte de parler de leurs problématiques. Et donc, tout mon travail a été de décomplexer, de dire aux personnes que ce n'est pas eux qui étaient coupables, mais que c'est le système tel quel qui n'était pas réglementé, qui était coupable. Et aujourd'hui, de plus en plus, les langues se délient. Les personnes osent nous apporter les documents. Les salariés, les cadres, les employés de banque osent nous donner les documents. Je travaille depuis de longues années déjà avec le syndicat, à la CGT, qui ont fait un très très gros travail également sur les frais bancaires. Et du coup, on mène cette lutte d'abord en décomplexant les personnes. Une fois qu'on décomplexe ces personnes-là, on les amène vers nous. Et là, on fait monter cette colère. Une fois que cette colère est installée, on rassemble et là, on peut lutter ensemble. Et il faut reprendre la période de la lutte contre le fait que les banques voulaient faire payer les chèques. C'était tellement illogique que tout le monde s'est soulevé contre ça. Mais
ils ont été vraiment pernicieux par la suite pour instaurer leurs frais. Et donc, on n'a pas eu le même élan. Et aujourd'hui, cet élan, il commence. Grâce à la proposition de loi qu'on a portée et dont on parlera tout à l'heure. Mais c'est vrai que mon déclenchement a été, on ne peut pas mener cette lutte contre les frais bancaires si on n'amène pas un maximum de monde avec nous. Et d'où m'est venue l'idée de ne plus le combattre que syndicalement et associativement, mais de dire il faut que politiquement, on soit emmenés tous ensemble, parce que sinon on n'y arrivera pas. Et la preuve, c'est que ça a fait quand même bouger quelques lignes et que c'est que le début, en fait. Maintenant, on est dans la phase où on peut emmener des millions de personnes avec nous et vraiment faire légiférer sur ces frais. Donc ton objectif, tu le dis, c'est d'obtenir une loi. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur le contenu de cette loi? Alors, j'ai eu la chance, il y a quelques années, de rencontrer Alexis Corbière. J'avais rencontré aussi Jean-Luc Mélenchon à l'occasion de plusieurs manifestations. C'est comme ça que j'étais rentrée un peu je regardais ce que faisait le mouvement. Et Alexis Corbière a accepté, on parlait longuement, je lui ai expliqué ce scandale, parce que même pour les personnes extérieures de la banque, c'était compliqué. C'est compliqué pour les gens de comprendre, de dire il est où le problème Et puis quand on parle, on discute longuement, là, effectivement, il a eu cette colère aussi en lui qui s'est dit, mais c'est vrai, c'est injuste, etc. Et donc, il a accepté de porter le discours à l'Assemblée. Donc, on a travaillé avec le Livret Banque longuement pour regarder les lois qui existaient, les décrets, et remettre à jour. Et donc, on a proposé, puisque après plus de 15 ans de pseudo-plafonnement, de pseudo-discussion à l'Assemblée, on a vu que la seule possibilité, c'était de plafonner pour tout le monde. Donc, on a proposé de plafonner à 2 € par opération qui dépasse le découvert de frais, 20 € par mois et maximum 200 € par an. Ce qui existe à peu près pour ce qu'on appelle l'offre client fragile actuellement et qui ne sert à rien d'ailleurs, je vous expliquerai pourquoi, parce que ces gens-là ne peuvent pas avoir de frais puisque tout est bloqué. Et donc, ça a été validé. Alors, et dedans, on demandait aussi, puisque M. Bruno Le Maire disait « Ah, mais on n'a pas les chiffres, donc vous nous avancez ça ». Mais justement, dans la proposition de loi, on a également demandé à obliger les banques à donner les chiffres tous les ans. Et tout ça a été... on a demandé aussi à plafonner les frais comment on a... j'ai un trou de mémoire, pardon. Vous savez, d'avis tiers détenteur. C'est-à-dire que quand vous avez une amende, des huissiers sur le dos ou quoi que ce soit, la banque, vous prenez quasiment des fois la même somme que ce que l'huissier voulait vous prendre. Donc, on a demandé à ce que ce soit plafonné également. Et donc, vraiment, ça a été un très, très grand débat, une très grande réussite. En fait, seule la majorité a refusé. On a vraiment eu 6 groupes sur 10 qui ont validé. Ça a bien entendu pas été suffisant, puisqu'on n'en est pas à la proportionnelle et donc c'est pas passé. Mais réellement, il y a une volonté de les plafonner. Et c'est ce gouvernement qui est complice de ses amis banquiers, capitalistes, etc., qui a dit non. Mais il faut légiférer et puis... Et donc, elle est prête, la loi, en fait. Nous, si on est aux commandes demain, voilà, c'est acté. Et si on se tourne sur le cas japonais, du coup, ce mouvement que vous évoquiez, Adrienne, mené par les avocats, sur quoi il a débouché là-bas? Quelles ont été les suites de l'organisation de ce mouvement de défense des consommateurs face aux banques? Alors, oui, alors il faut que je précise, c'est pas face aux banques en fait, c'est là toute la spécificité en fait du cas japonais, c'est que c'est pas les banques qui proposaient ces crédits, c'est les organismes de crédit non bancaires. Et ça, c'est vraiment important parce qu'en fait, jusque dans les années 2006, 2010, en fait, jusqu'à ce qu'il y ait ce mouvement, les banques, elles étaient très, très frigides au Japon, dans la société japonaise, donc elles prêtaient en gros que aux riches. Et donc, pour emprunter, les emprunteurs, donc considérés comme à risque, se tournaient vers ce marché non bancaire. Donc, il y avait une segmentation du marché de l'offre de crédit entre non bancaire et bancaire, avec des réglementations bien distinctes entre les deux, des taux d'intérêt bien réglementés, etc., d'un côté pour les banques et pas du tout réglementés pour le secteur non bancaire. Donc les avocats arrivent, ils font un mouvement pendant une trentaine d'années. Le mouvement aboutit donc à une révision de la réglementation, c'est-à-dire un renforcement de la réglementation. Et en gros, c'est l'abolition de cette zone grise avec un plafonnement des taux d'intérêt à 20% pour éviter justement que des organismes de crédit n'appliquent des taux d'intérêt abusifs indépendamment
notamment du risque de crédit des emprunteurs. Mais en fait, cette histoire, et c'est là qu'elle est vraiment intéressante, c'est que finalement, les grosses critiques qui ont été formulées à l'égard de ce phénomène, en fait, d'inversion totale, la réglementation fait complètement sortir du marché des acteurs qui étaient dominants. Donc en fait, c'est fou. Hein, en fait, dans aucun autre pays, j'ai regardé un peu ce qui se passait aux États-Unis, on voit une réglementation qui a un effet aussi fort sur des acteurs économiques. C'est-à-dire que ces acteurs, ils sont tous partis, ils ont tous fait faillite, en fait. Ils ont fait faillite pour une raison encore plus complexe, c'est-à-dire que les avocats ont réussi à obtenir quelque chose de très particulier. Ils ont réussi à obtenir, grâce à une décision de la Cour suprême, le remboursement pour tous les emprunteurs des taux d'intérêt qu'ils ont payés au-dessus de 20% rétrospectivement, c'est-à-dire sans limite de temps. Donc, pour tous les emprunteurs qui ont payé un taux de crédit entre 20 et 109,5%, ils ont pu faire une demande. Donc, il y a une procédure juridique qui a été instaurée, faire une demande via l'aide d'un avocat pour récupérer les taux d'intérêt qu'ils ont payés en excès de la loi de 20%. Donc ça, c'est un tour de force juridique énorme. Et donc, ça a permis en fait de rendre l'argent aux emprunteurs. Et rendre l'argent, ce n'est pas l'État qui a rendu l'argent aux emprunteurs. Par exemple, en Corée du Sud, c'est ce qui s'est passé. L'État a décidé, le gouvernement a décidé d'aider, donc à cause du contexte de crise économique, les familles modestes en remboursant ou en gelant le remboursement des crédits à partir d'un certain seuil. Au Japon, ce n'est pas l'État qui va rembourser ou qui va aider via une mesure ou une politique sociale. Non, il va demander, en fait, aux organismes de crédit qui se sont en fait enrichis pendant 30 ans, de rembourser tout aux emprunteurs. Donc il y a un phénomène de restitution d'une certaine manière de l'argent en fait aux emprunteurs. Donc ça a permis d'une certaine manière aussi de rééquilibrer, mais aussi de redonner du pouvoir d'achat aux ménages modestes. Et donc tout ça a abouti à un changement de la loi en 2006-2010. Mais ce qui se passe, c'est que c'est à partir de là que ces organismes de crédit non bancaire sortent du marché et là entrent les banques. Et en fait, les problématiques que vous exposez là sur le plateau, sur le cas français, en fait, c'est une problématique nouvelle au Japon, puisque ça fait à peu près 10 ans que les banques sont rentrées sur le marché du crédit, que les banques ont besoin d'argent pour énormément de raisons, parce qu'elles perdent beaucoup d'argent, leur modèle n'est pas bon, il y a une politique des taux d'intérêt très bas menée par la Banque du Japon japonaise. Donc les banques perdent énormément d'argent ou gagnent très peu d'argent via le crédit. Donc elles ont profité de cette opportunité pour pouvoir rentrer sur le marché du crédit personnel, crédit à la consommation, crédit non sécurisé, et également on rentre dans la même logique que les frais bancaires. Elles vont appliquer des frais bancaires. Alors, pas sur les découverts, comme je vous disais, parce qu'elles restent toujours frigides sur tout ce qui est découvert, etc., mais sur d'autres formes, dans d'autres transactions bancaires pour essayer d'engendrer justement du profit. Les banques vont également... Donc les banques vont rentrer dans cette dynamique-là depuis une dizaine d'années. Et ce qui est intéressant aussi, et je finis là-dessus, le surendettement, justement, avait baissé, du coup, grâce à cette décision de la Cour suprême qui a permis, en fait, de restituer l'argent payé en excès pour les emprunteurs. Eh bien, les taux de surendettement avaient baissé, et depuis à peu près une dizaine d'années, depuis que les banques sont rentrées sur ce marché, le taux du surendettement a à nouveau augmenté. Et donc là, on se retrouve dans une situation assez intéressante, parce que justement, là, il n'y a plus de possibilité pour les avocats d'intervenir, puisqu'on n'est plus, ou c'est plus complexe. Et là, on rentre plutôt dans une logique de mobilisation des associations de consommateurs, d'associations aussi de lutte contre les inégalités, la pauvreté, la précarité, etc. Donc, dans des logiques plus similaires, je pourrais dire, à ce qui se passe en France. Et justement, là-dessus, tout à l'heure, quand Véronique parlait, elle évoquait la question de la honte, le caractère individuel du surendettement. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui frappe la clientèle au Japon des nouveaux prêteurs ? Je voulais rebondir, vraiment très très intéressant, puisqu'en fait toute la question qui est liée à l'émergence du surendettement comme problème public est liée à la question de la perception, à la culpabilité de l'endettement. Et donc, en fait, il y a une image extrêmement négative au Japon, mais même encore, en fait, elle reste. Mais elle était surtout très, très forte jusque dans les années, donc milieu des années 2000. Cette perception, elle a été modifiée grâce au mouvement des avocats, grâce aux décisions de la Cour suprême aussi, qui a validé finalement la non-culpabilité, finalement a dit qui était le coupable et qui était le méchant dans l'histoire, c'était les prêteurs et non pas les emprunteurs. Donc, c'est vraiment intéressant de voir ça sous cet angle-là. Mais la perception
perception des emprunteurs au Japon, surtout que c'est sur le marché non bancaire, alors avec en plus toute une image extrêmement négative que l'on emprunte sur le marché non bancaire pour faire des paris d'argent, pour tous les vices, etc., que l'on pourrait avoir. Donc, forcément, c'était déjà un combat perdu d'avance, puisqu'on n'avait pas le soutien ni moral, ni rien, du reste de la population, de l'opinion publique, puisque de toute façon, les gens qui empruntaient sur le marché non bancaire, c'était des gens qui étaient irresponsables, qui avaient des modes de consommation parfois critiquables, etc., etc. Donc, c'est juste que finalement, ils se retrouvent dans une situation difficile, c'est leur faute, ils doivent assumer, il n'y a aucune raison que l'on modifie une loi ou qu'ils bénéficient d'un ajustement de la dette, ou etc., puisque c'est leur faute. Donc, la construction du surendettement en problème public, vous voyez, elle a mis du temps et elle est passée par un changement de la perception de l'opinion publique à l'égard des surendettés. Et est-ce que, dans le cas japonais également, on voit une intervention, une mobilisation aux côtés des travailleurs ou travailleuses de la banque ou des établissements de crédit? Est-ce que ces gens interviennent, jouent un rôle ou pas forcément? C'est vraiment pareil, c'est une très bonne question parce que c'est sur ce point-là, je pense que c'est très différent de la France. Déjà, d'une part, de manière générale, une grande différence, indépendamment de la banque ou du domaine, les syndicats sont faibles en fait au Japon. Le taux de syndicalisation est relativement faible, mais surtout l'influence des syndicats est devenue progressivement depuis les années 60 et vraiment progressivement de plus en plus faible, avec un coup de semonce dans les années 80, avec les période de politique néolibérale, etc. Donc, les syndicats sont malheureusement politiquement, dans leur mobilisation, dans leur marge de manœuvre même pour pouvoir défendre, faibles. Donc, ça aurait pu difficilement passer par les syndicats, surtout sur cette question qui, dans le domaine non bancaire, est très peu syndicalisée en plus. Comme je vous dis, c'est des organismes qui sont en fait à la limite de la légalité en réalité, hein, mais ils ont joué sur cette zone grise, parce qu'ils jouaient, ils remplissaient un rôle socio-économique dans les années d'après-guerre, parce que les Japonais étaient pauvres à l'époque, on sort de la guerre, tout est détruit, donc on ne pouvait pas emprunter, les banques elles étaient beaucoup trop rigides, elles prêtaient aux entreprises et pas aux particuliers, et puis pour pouvoir emprunter auprès des banques, il fallait avoir un CDI, il fallait avoir une caution, c'est l'entreprise qui se portait garant, c'est une société qui tourne complètement autour de l'entreprise, de la sécurité de l'emploi, etc. au Japon, donc imaginez ceux qui ne sont pas dans les cases, en gros, sont en fait comment dire, finalement, ils sont disqualifiés de manière générale dans l'ensemble des structures sociales de la société japonaise, dont l'accès au crédit, dont le système bancaire, etc. Et donc, très faible syndicalisation dans ce domaine-là, puisque par nature, très faiblement organisée, en fait. Alors qu'en France, du coup, Véronique, déjà, toi, tu es travailleuse dans le secteur bancaire, ouais. Et en plus, on voit des interventions peut-être plus fortes dans le salariat. Alors, oui et non, parce qu'il y a... Alors, justement, ce qu'Adriane a dit est très, très important, parce qu'on arrive à ce modèle où, avec la précarisation des emplois, la loi El Khomri et Macron sur le CDD de 1 an, sur la rupture conventionnelle, fait qu'aujourd'hui, on voit arriver sur le marché du travail des jeunes qui n'auront pas de CDI, des intérimaires en masse. D'ailleurs, on voit à l'heure actuelle, Air France, ils veulent licencier 30 000 personnes, sauf qu'à la place, ils prennent des intérimaires. Et on est en train de précariser tous les salariés en France, et ça, c'est important, et ça touchera tout le monde. Ce qui fait que pourquoi on va dans le mur si on n'agit pas très rapidement et qu'on va vivre ce qui s'est passé également au Japon, c'est qu'on nous demande effectivement des CDI pour emprunter, on nous demande un revenu d'un certain montant, etc. Sauf que la société, le gouvernement, depuis ce dernier mandat, a précarisé la moitié de la population. Donc en fait, même les gens qui étaient endettés avant, qui aimeraient racheter leur crédit ou essayer de prendre une bouffée d'oxygène, ne le peuvent plus. Parce qu'il suffit que dans le couple ou peu importe où que les jeunes aient perdu leur emploi pendant le Covid ou quoi que ce soit, ils n'ont plus accès à ça. Et donc, effectivement, on va se retrouver avec des gens comme en 2008 où on va voir les réserves d'argent de 20% se démultiplier, les cartes de magasins, etc. Et alors, bizarrement, pareil, on ne légifère pas là-dessus. Donc, la banque va te dire, écoute, tu n'as pas le droit d'avoir un prêt à 5 000 € à 2%. Par contre, je te propose ma carte à 20%.
Donc, à un moment donné, il ne suffit pas, il n'y a pas besoin de bac plus 10 pour voir que c'est stupide et que ceux qui nous gouvernent font des grands discours. Dernièrement, on a vu M. Macron et M. Le Maire faire des effets de manche sur les frais bancaires à la limite du supportable, qui aurait juste été bon à faire rire Schopenhauer. Et donc, leur rhétorique qui se la garde. Moi, j'ai proposé à Bruno Le Maire de le rencontrer par des réseaux, mais ces gens-là, non, sont là pour faire des phrases toutes faites. Les gens entendent, ils sont spécialistes des rhétoriques, sauf que la réalité, c'est que ce qui se passe est profondément injuste, illégitime. Il faut appuyer sur le fait que c'est illégitime. Depuis tout temps, on a mis un taux d'usure sur des crédits, etc. Pourquoi aujourd'hui on laisse des milliards? Il faut savoir quand même qu'avec la crise Covid, on y reviendra peut-être après, quand nous, on a déposé la proposition de loi pour plafonner les frais bancaires, on parlait de 6,5 milliards, 10 milliards. C'était les chiffres de 2017. Là, on a fait des projections avec des associations, etc. On est à plus de 10 milliards pendant le Covid. C'est-à-dire que pendant qu'on disait on va vous donner 100 € d'APL aux jeunes qui avaient perdu leurs emplois, on laissait les banques manger ces 100 € en frais bancaires. Donc, ce qui est donc à peu près le budget annuel de la justice, par exemple, pour faire un point de comparaison, 12 milliards. Mais carrément. Et quand on est en train de vouloir nous faire pleurer en disant la dette, il faut réformer les retraites. Quand on a commencé à parler de la réforme de retraite, il manquait 3,5 milliards. Donc 3,5 milliards, vous avez eu 51 milliards de dividendes cette année. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la flat tax qui a fait baisser les taxations sur cette manne de 10%. Excusez-moi. La flat tax, tu peux réexpliquer peut-être pour tout le monde? En fait, c'est que pour tout le monde, c'est 30%. En gros, avant, quand tu t'amusais en bourse, etc., tu allais taxer plus de 40%. Aujourd'hui, la flat tax, c'est 30%. Donc, les assurances-vie, alors que les assurances-vie qui étaient ce qu'on appelait des placements de pères de famille, etc., eux, au bout de 8 ans, ils n'avaient pas de taxation, ils n'étaient pas taxés. Aujourd'hui, on les taxe. Par contre, ceux qui vont jouer avec la sphère financière et absolument pas investir dans l'économie, eux, on leur a baissé de plus de 10%. Donc le même taux pour toutes les activités, quel que soit leur usage ou leur utilité. Exactement. Et donc c'est ce qui a failli d'ailleurs déclencher une bulle dans l'immobilier. Mais le coronavirus est venu sauver les banques. Ça, personne n'en parle, mais quand même, au démarrage de la Covid, en 2020, on était dans le plus gros crash boursier qui arrivait depuis la crise 2008. Et c'est parce qu'il y a eu la Covid et que les banques, la BCE ont dit on va injecter des milliards que ça s'est stoppé. Mais en fait, on tombait. Et on tombera de toute façon. C'est juste reculer de toute façon. Et donc les salariés aujourd'hui, y compris dans les banques, c'est des jeunes qui vont faire Bac plus 3, Bac plus 5, qui vont s'être endettés, avoir pris des prêts étudiants pour faire des études. Et aujourd'hui, ils démarrent avec très peu. Et donc ils ont cette épée Damoclès des dirigeants de banque où si tu n'es pas content, au suivant. De toute façon, les jeunes partent eux-mêmes des banques, ils n'y restent pas, puisque c'est atroce à vivre, bien sûr. Même pour des gens comme moi, pourtant on est avertis, moi j'ai presque 20 ans d'ancienneté, c'est très très dur à vivre. Donc parce que vous n'êtes pas en adéquation avec ce qu'on vous demande, avec ce que vous avez appris, la formation que vous avez reçue, ou c'était du conseil, ou c'était de l'économie, c'était de la finance. Vous arrivez, là, en fait, vous êtes des commerciaux bons à vendre des produits qui, parfois, ne sont pas utiles selon la personne que vous avez face à vous. Et par contre, vous voyez des milliers d'euros partir en frais bancaires. Et là, on vous enlève dans la plupart des banques. Maintenant, quand même, en plein Covid, ils ont interdit aux salariés de faire des remises de frais. C'est quand même incroyable. C'est-à-dire que là où vous avez Bruno Le Maire qui va venir en disant « oui, je vais être exigeant avec les banques, j'ai passé des accords, etc. » Dans le même temps, vous avez les banques qui envoient des contre-ordres aux salariés en leur interdisant de faire des gestes commerciaux. Donc comment vous voulez subir ce stress en banque? Comment vous voulez... Voilà, donc vous avez des gens qui vont avoir ce côté humain, qui vont craquer. Et puis vous avez d'autres personnes qui vont être... carriéristes, etc. Les seuls qui vont tenir le coup, ça va être les carriéristes, ça va être les personnes qui n'ont jamais connu une seule difficulté dans leur vie, où leur priorité, c'est pas d'avoir l'humain au cœur, c'est leur réussite, en fait. Est-ce qu'il y a des moyens, lorsqu'on est travailleur ou travailleuse de la banque, est-ce qu'il y a des moyens d'occuper d'autres postes, en fait? Est-ce que c'est aussi une logique que font des gens en se disant je m'éloigne un peu des guichets, je m'éloigne du public
Parce que c'est un moyen de ne pas devoir annoncer des choses comme ça aux gens, peut-être un moyen de se protéger aussi, de travailler plus en back-office ou des choses comme ça. C'est ça, il y a plusieurs passerelles en banque, mais le problème, c'est que les banques, elles sont là pour faire du chiffre, pour verser des milliards de dividendes. Et qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont commencé à supprimer les emplois en France et à délocaliser au Portugal, en Europe, un peu partout. Partout où les salaires, le SMIC était bien plus bas. Vous l'avez eu récemment dans l'affaire Natexis, où vous avez tous ces emplois qui sont délocalisés au Portugal. Et puis, si vous ne pouvez pas suivre, ben, vous êtes licencié. Et puis, ils vont embaucher là-bas, quoi. Vous avez la Banque de France. Actuellement, où les salariés se sont mis en grève parce qu'ils vont supprimer plus de 1000 postes. Quand on vous annonce que les frais bancaires, c'est fait pour sauver les emplois en France, c'est faux. Depuis la crise 2008, vous êtes passé de 500 000 salariés en banque à 375 000. Et les plans de rupture conventionnelle cachés, ils n'arrêtent pas. C'est par centaines, là, par semaine que les postes en banque sont supprimés. Et après, on vous prétexte que c'est à cause des banques en ligne. Il faut savoir qu'en banque en ligne, ils le savent très bien, les banques en ligne, elles facturent autant que les banques, sauf que au début, on va vous dire, vous ne payez pas votre carte, etc. C'est comme ça qu'elles font venir les clients. Toutes les banques, les plus grandes banques de France ont elles-mêmes leur banque en ligne, donc c'est, excusez-moi du terme, c'est de la flûte. Et derrière, ils savent très bien qu'une fois qu'ils auront soumis tout le monde aux banques en ligne, parce que c'est leur objectif, ils refactureront ce qu'ils avaient mis gratuitement. Par exemple, les virements aujourd'hui. Avant, vous aviez des conseillers qui vous faisaient les virements bancaires. Donc, non seulement s'il y avait une erreur de fait, il y avait un responsable. Aujourd'hui, on laisse les clients le faire en prétextant « si vous le faites vous-même, vous ne payez pas de frais ». OK ? Une fois que tous ces gens-là, et on le voit, ça commence, maintenant que les gens sont habitués à faire les virements, même si vous le faites vous-même par Internet, c'est facturé, ça commence à être facturé. Donc, le but, c'est vraiment de liquider un maximum de salariés en prétextant qu'il faut s'aligner avec les banques en ligne, etc. Et une fois que ce sera fait, de toute façon, les facturations seront identiques. Et en banque, les banques en ligne n'offrent pas les mêmes services que les banques en ville, etc. Et de toute façon, les banques doivent exister dans toutes les petites villes de France. À la base, ça doit être un service public. Et d'ailleurs, on est pour un service public bancaire, quoi. C'est pas aux banques de décider. Et puis, il faut savoir qu'elles existent grâce à nous. Et je pense qu'on ne répète pas assez souvent que les banques sont des riens, c'est ce que je dis, puisqu'elles prêtent grâce, j'ai plus le terme exact, mais le coefficient multiplicateur. Donc, et pourquoi elles prennent des milliards de frais bancaires, justement? C'est parce que ça renforce leurs fonds propres et ça leur permet de prêter 9 fois plus. Par rapport aux accords de Bâle, c'est-à-dire le rapport entre les fonds propres qu'elles ont, est-ce qu'elles ont le droit de prêter au maximum? C'est ça. Donc, j'ai 100 €, j'ai le droit de te prêter 900, mais je ne les ai pas, moi, à la banque. Et je te les prête quand même. Sauf que toi, tu vas les redéposer. Tu vas acheter une voiture, le garagiste, il va redéposer l'argent, la banque va encaisser, va dire tiens, j'ai ça en fonds propres, elle va reprêter autant. Et c'est comme ça qu'on a une sphère de plusieurs milliards d'argent magique qui a été créée. Alors, ce n'est pas négatif si c'est pour financer l'économie réelle. Le problème, c'est qu'on a laissé les banques faire ça, mais pour financer la finance. Et donc, c'est comme en 2008, c'est comme tout ce qui va se produire, c'est que quand ça tombe, comme tu n'as pas créé de biens réels en échange, tout s'écroule. Si demain, je te prête 1 000 € pour que tu crées, je ne sais pas moi, 10 éoliennes, voilà, elles sont là. Demain, on coule, tu as un bien. Par contre, aujourd'hui, les banques, elles prêtent de l'argent pour que ça rentre dans la sphère financière. Et c'est comme ça, on a l'affaire Tesla, où tu as des actions qui prennent une valeur inouïe, alors que ce n'est pas la valeur du bien qu'elles ont. Donc, voilà, là, quand on va couler très, très fort. Et à force de faire ça, elles n'ont pas financé nos petites entreprises, nos commerçants, etc., qui, eux, sont en train de mourir. Et qu'est-ce qui fait que les banques, aujourd'hui, ont été sauvées? C'est ces sacrés PGE, où Bruno Le Maire se produit... Alors, prêt garanti par l'État, où Bruno Le Maire dit « Ah, les banques, je les remercie parce que grâce à elles, on a fait les prêts garantis par l'État. » Mais quelle comédie! Bruno Le Maire a oublié de dire que les banques ne mourraient pas grâce au crédit, en fait, qui crée la monnaie. Et donc, si on n'avait pas fait ces milliards de crédits, les banques coulaient. Et ce qu'il faut essayer d'expliquer le plus facilement possible aux citoyens,
Parce qu'une fois que les citoyens auront compris ça, ils n'auront plus honte ni peur de leur banque. Et alors, sur cette question justement du rapport qu'on peut avoir avec la banque, les banques, est-ce qu'en fait c'est justifié de toujours dire les banques, ou est-ce qu'il y a des comportements un peu différents, peut-être des types de banques qui pratiquent moins de frais bancaires ou d'agio, etc. Est-ce que, je ne sais pas, les banques coopératives, les banques qui se disent éthiques, est-ce qu'il y a des variations à l'intérieur du secteur bancaire ou quasiment aucune? Alors déjà, quand on parle des banques mutualistes, non. Après, sans citer le nom de banque, il y a une banque qui joue un peu le jeu. Après, en termes de financement des collectivités, on a la NEF, qui est un bon exemple. Mais je fais exprès de ne pas citer d'autres banques par rapport à ma personne, moi. Mais il y en a une. D'accord. Après, le reste... Quand tu dis une, c'est une qui une banque pratique coopérative. Moins... D'accord, et qui pratique moins de frais bancaires? Moins de frais, dans tous les sens du terme, qui va être plus humaine, et puis qui va plus participer à la finance de la transition écologique. Puisqu'aujourd'hui, les banques sont des pollueurs. Et ça, personne ne le dit. Il y a tellement de scandales qu'on peut évoquer. Aujourd'hui, on parle des fonds ESR, écologiquement et socialement responsables. Une affaire qui n'est pas encore sortie, c'est qu'aujourd'hui, par simple décret, les banques ont le droit de transformer des fonds qui étaient polluants en fonds ESR sans passer par la COB. Et ça, c'est quelque chose à creuser, c'est mes prochains thèmes. C'est scandaleux, parce qu'on se joue en plus du peuple, c'est-à-dire qu'on dit au peuple, on vous vend un produit écologiquement et socialement responsable. Donc, et en fait, dedans, c'est comme l'histoire des subprimes, c'est qu'on vous cache plein de déchets, plein de produits toxiques. Donc on change l'étiquette sur le produit et on le vend d'une autre manière. C'est ça. Donc dans tous les termes, il faut légiférer. De toute façon, les banques nous appartiennent. Donc il est normal que ce soit le peuple qui les dirige. Et donc il faut légiférer, il faut mettre des règles, aussi bien dans ce qu'on appelle les placements, aussi bien dans ce qu'on appelle l'octroi de crédit. Il faut que la création monétaire qui se fait par les crédits le soit dans l'intérêt des citoyens, dans l'intérêt de la planète, etc. Et les prises de décision des banques doivent être faites par les consommateurs, par les usagers, par les syndicats. Voilà, on ne peut pas laisser les commandes comme ça. Et puis, il faut arrêter de penser, de marcher dans le chantage comme le gouvernement actuel. Si on fait ça, les banques vont se venger, etc. On a des moyens, on a Target 2, on a les Swift. C'est comme l'évasion fiscale, on a tous les moyens pour contrôler l'évasion fiscale. Aujourd'hui, à la minute, on peut savoir quels montants vont sur les plateformes comme Amazon. C'est un truc stupide, en fait. Vous payez tous en carte bleue pour acheter sur Amazon. Et vous pensez qu'on n'a pas le système informatique pour savoir les millions qui émanent de la France sur les plateformes Amazon? Bien sûr. C'est un manque de volonté politique que d'aller chercher ces chiffres, y compris pour l'évasion fiscale, où on parle de Tracfin, etc. Alors, si tu as un petit client qui fait un virement de 4 000 €, là, on va te taper, tu as intérêt à justifier où rentre cet argent, où va cet argent. Et bizarrement, on vire des millions d'euros à l'étranger, etc. Et on nous dit qu'on ne peut pas avoir les chiffres. Donc, tout ça, c'est de la complicité. Ils n'aiment pas ce terme-là, mais ils sont complices de tout ça et ils ne veulent pas que ça change de toute façon. Mais on a déjà les systèmes. C'est pour ça que quand ils veulent faire peur et dire ce que, par exemple, la France Insoumise ou d'autres, ou des syndicats proposent, c'est la catastrophe, c'est faux. On a déjà tous ces systèmes, ils sont déjà en place. On a déjà tous ces contrôles. C'est juste une volonté politique de dire au peuple, l'argent que vous créez, la valeur travail, vous êtes sous-payé. Et puis en plus, quand vous êtes sous-payé, mais vous devez payer des taxes comme la TVA qui sont... régressives. Plus on gagne, moins on en paye. Et puis comme on parle d'égalité, d'équité, dire que vous soyez multimilliardaire ou pauvre, vous payez 25% de votre TVA, vous payez 20% de votre TVA. Donc par exemple, ça c'est quelque chose à revoir. Et donc toutes ces choses-là, ils ne vont pas agir dessus puisque ça ne les arrange pas. Leur but, c'est toujours de faire plus d'argent pour les mêmes personnes, ce n'est pas de redistribuer. Quand les citoyens auront compris que non, oui, aujourd'hui, la valeur de leur travail, ils devraient être payés 2 fois plus
et pas ce qu'on leur donne en salaire. Que oui, c'est pas logique qu'on leur donne de l'intérim plutôt qu'un CDI parce qu'il y a les moyens. Qu'on leur ment quand on parle de la réforme des retraites, parce que les milliards, là, si on veut nous supprimer la retraite, c'est parce que M. Macron a fait la flat tax, c'est parce que M. Macron a laissé les 51 milliards de dividendes se distribuer pendant la crise Covid. Voilà, c'est dans ce discours-là qu'il faut faire entendre. Idem pour la réforme chômage. Que les citoyens entendent que non, ils travaillent, ils cotisent, ils ont des droits et on va leur prendre les droits. Vous avez l'affaire BlackRock en ce moment. L'affaire BlackRock, c'est ça. C'est que on va vous prendre votre argent, on va vous ponctionner votre argent. Là où on vous garantissait d'avoir une retraite, etc., ces gens-là vont avoir le droit de prendre votre argent, de le placer dans des fonds qui, quand vont se casser la figure, ça fera comme aux États-Unis, où vous allez avoir des retraités qui vont aller bosser, qui auront le droit à rien, etc. Donc c'est à nous de mettre un grand stop, de dénoncer ces choses-là. Et j'essaye de le faire de la manière la plus facile possible et la plus entendable par les citoyens. Et je fais exprès de ne pas employer des termes compliqués parce que vraiment, ce gouvernement s'en charge assez pour noyer le poisson. Et moi, je pense qu'il faut vraiment prendre un discours simple, entendable, et que les gens arrêtent de penser qu'ils sont incapables de comprendre la finance. La finance peut se comprendre de toutes et tous. Et alors, si jamais on veut comparer un petit peu cette situation que tu nous décris avec celle qui est en vigueur, la configuration qu'on peut voir dans le cas japonais. Donc là, on a un peu évoqué comment fonctionne le secteur bancaire en France, comment il est structuré. Est-ce qu'au Japon aussi, on a un peu une division entre des banques coopératives, par exemple, et des banques qui seraient des groupes, des sociétés, on va dire, à caractère ordinaire? Est-ce qu'il y a des banques publiques également? Enfin, comment fonctionne un peu tout ce champ de l'activité bancaire dont vous nous expliquez, Adrienne, qu'il prend une importance croissante dans les prêts aux particuliers? Oui, alors le secteur bancaire, c'est un peu pareil qu'en France. En fait, il est très segmenté au Japon, donc en fonction du domaine d'activité. Donc pendant très très longtemps, les banques, elles étaient spécialisées en fonction de leur activité. Donc si elles prêtaient aux entreprises, si c'était des fonds d'investissement, si c'était des banques coopératives, si c'était des banques locales, régionales ou nationales. Et puis il y a eu cette crise financière, cette crise bancaire dans le milieu fin des années 90, et le besoin donc beaucoup de banques ont fait faillite. On pensait que c'était pas possible au Japon parce que les banques en fait ont joué vraiment un rôle très important dans la construction, mais bon, comme en France, la construction de l'économie japonaise après-guerre. Et donc, soutien de l'État, bien sûr, c'est comme partout. Et on a décidé de fusionner, en fait, les activités bancaires et de créer des espèces de grosses banques qu'on a appelées au Japon, qu'on appelle les méga-banques. Donc, je pense qu'on a un peu le même processus, le même phénomène en France. Je ne sais plus quel est le terme utilisé en France pour qualifier ça. Mais en fait, la banque, donc il y a 3 grosses banques, en fait, au Japon maintenant, qui sont en fait les 3 grosses banques qui sont liées aux gros consortiums et conglomérats capitalistes, qui ont porté vraiment l'essor du capitalisme depuis la fin du 19e siècle. Donc, il y a une continuité dans les acteurs vraiment intéressante. Donc, fusion de ces grosses banques, qu'on appelle les méga-banques, et qui font toutes les activités. Et donc, qui ont bien sûr pris dans leur activité l'offre de crédit aux particuliers, l'offre de crédit aux étudiants, l'offre de crédit non sécurisé, l'offre de cartes de crédit, etc., le revolving, etc. Et j'en profite pour rebondir un peu sur ce que disait Véronique à l'instant, et je trouve très intéressant parce que je pense que vous avez tout à fait raison dans le fait de mentionner que la finance, malheureusement, elle est souvent la finance, la banque, les produits bancaires, etc., sont souvent considérés par les citoyens, par les consommateurs, comme un secteur complexe dont on ne comprend pas beaucoup si on n'a pas fait des études liées à ce domaine-là, que c'est très compliqué avec des termes complexes, etc., ce qui en fait crée une distance vraiment importante entre le consommateur, l'utilisateur et ce secteur-là. Et du coup, cette complexité construite, en fait, entretenue par le manque de transparence, par les termes complexes, etc., qui sont utilisés, par tout ça. Cette complexité, elle bénéficie bien évidemment aux banques, aux organismes financiers, elle bénéficie aux dirigeants, elle bénéficie aussi à certains décideurs politiques qui vont dans ce sens-là, et elle est bien sûr défavorable aux consommateurs, aux utilisateurs, etc., qui ne voient pas en fait
qui ne voient pas les inégalités dont ils font l'objet, ils ne voient pas non plus les injustices dont ils peuvent faire l'objet, alors qu'en réalité, les produits bancaires, les produits financiers sont des produits de consommation comme les autres, sauf que c'est beaucoup plus complexe. Enfin, on nous dit que c'est plus complexe, et donc on se désintéresse et on ne se rend pas forcément compte. Et je crois que comme vous le faites à travers votre activité, votre mobilisation, etc., et l'usage des termes est vraiment très important, parler de manière simple pour familiariser en fait les emprunteurs, familiariser les ménages, familiariser les consommateurs à ce marché, à ces biens. C'est vraiment très important. Et je pense qu'au Japon, c'est ce qui a été aussi fait, c'est ce qui participe de la réussite d'une certaine manière du mouvement qui a été mené pour reconnaître le problème du surendettement, ça a été justement de décomplexifier tout ce secteur-là pour expliquer de manière très très simple ce qui était en train de se passer en fait, les mécanismes, et ensuite en fait de faire en sorte qu'il y ait une prise de conscience et donc que les consommateurs soient eux-mêmes toujours vigilants à travers les pratiques des banques, les pratiques des organismes financiers, et que eux-mêmes sonnent l'alerte en fait dès qu'ils voient que oulala, là, les frais bancaires ils ont augmenté sur une opération sur laquelle c'était tant jusqu'alors. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est justifié par une amélioration du service? Est-ce que c'est justifié par quelque chose? Ou est-ce que c'est parce que les banques ont des problèmes pour justement augmenter, elles ont besoin d'augmenter leurs fonds propres, donc elles vont aller prendre l'argent là? Est-ce que c'est un contournement d'une réglementation qui est passée grâce à un mouvement ou une association de consommateurs, etc.? Est-ce qu'on contourne cette contrainte en trouvant des nouvelles opportunités pour pouvoir mettre des nouveaux frais, etc., frais de dossier aussi, parce que ça il y a les frais bancaires, les frais de dossier, etc., qui sont aussi qui représentent aussi une grande source de financement pour les banques. Frais de dossier qui ne sont pas toujours explicités dans les contrats de crédit ou dans les contrats qui sont des contrats qui sont liés à ces produits bancaires. Voilà, donc tous ces mécanismes-là sont clairement liés aussi à un manque de connaissances, mais que ce manque de connaissances est entretenu par tout un système qui fait qu'on a l'impression que c'est complexe, et que c'est beaucoup plus complexe que l'alimentation, par exemple. Alors même que l'alimentation, en fait, on retrouve le même processus. Pour comprendre ce qu'on mange, il a fallu du temps, alors que c'était la chose la plus tellement importante pour la santé. Bon, pareil, c'est ces processus-là de prendre possession des connaissances pour comprendre aussi ce qui se passe, et de désacraliser en fait ces domaines-là pour les rendre plus familiers aux consommateurs. Je pense que c'est vraiment important, et j'ai l'impression que vous le faites vraiment de manière très active, et je pense que ce serait vraiment intéressant de voir au Japon s'il y avait une syndicalisation qui se développait dans ce domaine-là. Ce serait vraiment intéressant de l'observer. Et à propos disons, de réglementation, en fait, là, depuis le début, on réfléchit beaucoup au sujet en se posant la question de comment le public réglemente le prêt, le crédit, etc. Mais peut-être une question qu'on peut aborder d'ici la fin de l'émission, c'est celle peut-être de la proximité qu'il peut y avoir entre les gouvernements publics et les intérêts bancaires directs. Alors Véronique, tu l'as un peu évoqué tout à l'heure, mais dans le cas du Japon, justement, je me pose la question, est-ce qu'il y a au niveau gouvernemental des personnes qui sont issues du secteur bancaire? Est-ce que c'est une trajectoire qui est courante? Est-ce qu'il y a des allers-retours entre les fonctions exécutives ou législatives, je ne sais pas lesquelles, différentes au Japon, entre les mandats électifs, le secteur bancaire, ou est-ce que ça reste deux mondes assez distincts et ça prend plus la forme du lobbying, en fait, finalement, la capacité du secteur bancaire ou des différents types de crédits privés de peser sur les politiques publiques? Oui, alors là, je pense que c'est aussi un des facteurs principaux qui explique beaucoup de choses, c'est que la proximité, dans le cas japonais, des acteurs bancaires, du secteur bancaire et du gouvernement, est extrêmement forte. Extrêmement forte. Donc oui, il y a des allers-retours, ça c'est sûr. Mais il y a, en fait, les banques, elles sont omnipotentes en fait au Japon, parce qu'elles sont complètement associées en fait au gouvernement. Donc il faut savoir qu'au Japon, il y a un parti politique qui s'appelle le Parti libéral-démocrate, et qui est en fait au pouvoir. Il bénéficie d'une stabilité politique très très longue, presque depuis 50 ans, avec quelques alternances très courtes de 2 années. Et c'est le parti, en gros, des industriels, des banques, des banques d'affaires, voilà. Donc l'ensemble de la réglementation, si vous voulez, bancaire, elle est élaborée non pas pour les consommateurs, elle est élaborée clairement pour les entreprises, le secteur privé, en corrélation avec
avec les intérêts bancaires. Donc il y a une coordination entre les intérêts bancaires, les intérêts des grosses entreprises, parce que c'est pas les PME et les TPE qui bénéficient des prêts bancaires, puisque au contraire, elles ont très peu accès en fait au crédit bancaire. Donc ça, c'est tout un autre problème. On a parlé beaucoup des consommateurs, mais en fait, dans la continuité du problème du surendettement des consommateurs, en fait, il y a aussi le surendettement des patrons de petites entreprises qui sont en fait tombés dans la même spirale parce que les prêteurs sont les mêmes, en fait, enfin étaient les mêmes au Japon du fait de l'absence justement de crédit bancaire et d'accès au crédit bancaire pour les petites entreprises, les très petites entreprises. Voilà. Donc oui, il y a une proximité entre le gouvernement et les banques qui est forte. Il y a des allers-retours. Ils font tous partie d'un même réseau. Ils ont été formés dans les mêmes universités. C'est des réseaux interpersonnels. Les politistes qui étudient le Japon, ils ont appelé ça le triangle d'airain. Le triangle d'airain, c'est-à-dire qu'il y avait les industriels, les politiques et les bureaucrates, les hauts fonctionnaires. Et en fait, c'est eux qui font la politique au Japon. Et dans les industriels, en fait, il y a les banques également. Donc c'est pour vous dire, voyez, ça a été, c'est connu quoi. Donc c'est connu et en fait même les citoyens, en grande partie des Japonais, sont un peu dépolitisés en grande partie parce qu'ils n'ont pas en fait beaucoup d'espoir sur le changement politique qu'ils puissent avoir. Ils savent que les banques, elles occupent une place privilégiée et donc c'est très difficile de se battre. C'est pour ça que ce mouvement qui a été porté par les avocats a été porté par les avocats via le système judiciaire. C'était justement pour contrecarrer et pour vraiment utiliser le système judiciaire pour essayer de rééquilibrer un rapport de force où les citoyens seuls, les consommateurs seuls, étaient presque sans force, quoi. Ils n'auraient pas pu, ils n'étaient pas assez forts. Au Japon, le système fait qu'on n'est pas assez fort quand on est juste citoyen ou juste consommateur. Donc, on pose des questions sur le fonctionnement démocratique, certes, mais voilà, c'est ainsi. Donc, ça s'est porté sur le domaine juridique et c'est une des explications qui permet de comprendre pourquoi ça a été mené devant la Cour suprême et que ça a eu des répercussions par la suite sur les changements législatifs du fait de la proximité entre le gouvernement et aussi le secteur bancaire. Et dans la période très récente, un épisode comme le Covid, par exemple, je ne sais pas à quel point ça a influencé, ça a en tout cas modifié des choses dans la société japonaise, mais j'aurais tendance à imaginer, c'est une question, que ça a renforcé encore plus ce phénomène d'isolement, la difficulté à s'organiser collectivement pour faire face à ces questions de surendettement. Oui, complètement. Déjà, ça a creusé encore plus la précarité chez les catégories qui sont déjà vulnérables et précaires en temps normal. Mais alors là, le Covid, il a exacerbé ces difficultés, il a exacerbé ces formes d'inégalité au Japon. Donc typiquement les familles monoparentales, les femmes, les mères célibataires, les travailleurs non réguliers, ce qu'on appelle en France on pourrait dire les CDD, mais en fait c'est plus les intérimaires, les travailleurs contractuels sur des contrats courts, les travailleurs journaliers. Voilà. Donc tous ceux qui en fait ont été représentés, si vous voulez, les catégories socio-professionnelles qui ont été victimes du surendettement dans les années 90-2000, en fait sont aujourd'hui plongés depuis 2 ans de crise, 1 an et demi de crise sanitaire, sont vraiment, c'est eux qui payent le poids, qui payent le prix, de cette crise et de ses conséquences. Et ce qui est terrible, c'est que on parlait tout à l'heure de la transparence des données. Les données liées au surendettement sont devenues beaucoup plus diffuses maintenant. Donc, c'est beaucoup plus difficile de comprendre qui est surendetté, quelles sont les catégories socio-professionnelles qui sont surendettées, etc. Quelle est l'origine du surendettement. C'est devenu plus complexe. Il faut vraiment faire un travail de recherche. Ce n'est plus des données aussi accessibles que ça l'était dans les années 90-2000 ou que ça l'est en France, par exemple, je pense. Par contre, il y a un indicateur très fort au Japon de montée de la précarité, de la vulnérabilité financière, économique, chez toujours les mêmes catégories socio-professionnelles au Japon, eh bien malheureusement c'est le taux de suicide. Et le taux de suicide depuis la crise sanitaire a vraiment augmenté. Et il faut savoir que le taux de suicide chez les surendettés dans les années 90-2000 a été un des indicateurs qui a fait bouger aussi le gouvernement. Donc c'est pour vous dire que la solidarité qui existe, en fait, cette solidarité, elle a été mise à l'épreuve de la montée de l'individualisme,
de la destruction des liens communautaires, des liens sociaux entre des groupes, par justement cette isolation des individus précarisés, donc impossible de s'organiser à travers des syndicats, impossibilité de s'organiser à travers des communautés, etc. Donc, dès qu'il y a une crise imprévue comme la crise sanitaire ou la crise économique financière en 2008, eh bien, c'est ces gens qui se retrouvent dans une précarité très forte et rentrent dans une spirale du surendettement, enfin très rapidement en fait, très très rapidement, avec très peu d'épargne, enfin même voire pas d'épargne, enfin, alors que le Japon était un pays où l'épargne était très élevée. Donc ça c'est plus du tout une question, c'est plus du tout un phénomène actuel, quoi. L'épargne forte des Japonais, ça ne représente plus que les classes moyennes supérieures, quoi. Et dans le cas français, Véronique, est-ce que la crise du Covid, de la Covid, a aussi eu un impact important sur la capacité à mobiliser les gens, à les défendre ? Alors, à les mobiliser, à les défendre, non, parce que les gens, justement, sont tellement pris à la gorge que même quand ils avaient honte, là, ils sont poussés à parler, parce que c'est le dernier cri avant un acte grave. On a une poussée, là, de dossiers qui vont partir en surendettement, qui va être très très élevé, sans compter les fermetures d'entreprises, de petites entreprises et de commerçants qui a commencé. Donc qui dit fermeture de petites entreprises, commerçants qui sont les plus grands employeurs en France, dit il va y avoir encore une hécatombe en termes de licenciements. Et donc, si on n'intervient pas tout de suite... Bon, de toute façon, pendant toute la Covid, on avait demandé un moratoire pour geler au nom de, soi-disant, que tout le monde devait mettre la main à la pâte, être solidaire, etc. On avait justement demandé un moratoire sur les frais bancaires pour les personnes impactées par la crise Covid, qui partaient au chômage partiel, etc. Rien n'a été fait. Donc oui, j'appelle les banques les profiteurs de crise au même titre que... LVMH, etc., puisqu'ils ont pris plus de 10 milliards de frais bancaires durant cette crise. Ils ont poussé des gens au surendettement de manière bien plus grave, parce que faut savoir que quand vous ne payez pas un crédit pendant 2 mois, la banque peut vous demander de le rembourser tout de suite. Et donc, vous ne devez plus, vos 2 échéances, vous devez la 2 mois, tu dis. 2 mois, oui. Okay. Donc, ils peuvent vous demander... Et les banques ne font pas leur devoir d'information. Et d'ailleurs, je profiterai de cette émission pour le dire aux gens. Quand vous avez des crédits, que vous n'arrivez pas à les payer dû à un accident de la vie, comme le chômage, vous avez le droit à un moratoire de 2 ans. Donc n'hésitez pas à aller au tribunal, vous n'avez pas besoin d'avocat, vous allez au tribunal du commerce, vous demandez un moratoire de 2 ans, et les banques ne le disent pas. Parce que ça leur permet toujours de prendre des frais quand vous êtes en impayé, etc. Alors que vous avez le droit de faire geler ça pendant 2 ans, le temps que votre situation s'arrange. Comment ça marche concrètement ? Il y a un CERFA qu'on remplit, qu'on dépose au tribunal ? C'est une demande que vous faites au tribunal, vous êtes convoqué, vous expliquez votre situation, et le tribunal prononce ce moratoire de 2 ans. Et ça, c'est important parce que dans cette période, personne n'en parle, ni les médias, ni... Et j'aimerais... par rapport à ce que disait Adrienne, rebondir aussi là-dessus, où ce qui est très très grave, c'est que Monsieur le maire, donc je rappellerai aux gens qui ne savent pas, le ministre des Finances, expliquait que si on plafonnait les frais bancaires, ça favoriserait les riches. Mais alors, c'est déjà insoutenable pour des professionnels comme moi d'entendre ça. Comme si les riches payent des frais bancaires. J'aimerais aussi spécifier que quand on parle de frais bancaires, on ne parle pas du forfait de compte, on parle vraiment de tous ces frais de courrier, de rejet, de forçage qui sont pris par milliers d'euros. Donc, comment Monsieur le maire peut se moquer de nous à ce point-là en osant dire face à des députés, la proposition de loi que vous présentez, c'est pour favoriser les riches. Ça, c'était vraiment extrêmement choquant pour moi qui côtoie au quotidien, justement, des familles monoparentales, des jeunes, ceux-là même qui faisaient la queue pour se nourrir, etc. J'ai trouvé ça infâme dans cette période de crise de parler de cette manière-là. Il y a autre chose qui est important à savoir, c'est que quand on vous dit que les 8 milliards, plus de 8 milliards de frais bancaires, si on les enlève, on licencie et puis on n'a plus de quoi payer les salariés, que c'est pour payer les salariés. C'est faux, puisque quand l'enquête était sortie sur 6,5 milliards de frais bancaires à l'époque, 2017, dans la même année, 8 milliards de dividendes avaient été versés aux banques. Donc on voit bien que demain, on élimine les frais bancaires, t'élimines les dividendes, mais t'élimines pas le salaire des employés. Donc, autre chose qui avait été exécrable, c'est qu'il était passé dans une émission en disant « Je veux que les frais soient de maximum 2 €, 20 € par mois », en reprenant la proposition d'Alexis Corbière, en précisant pour les clients fragiles. Quand on parle des offres clients fragiles,
Vraiment, faut plus le laisser dire ça, ce monsieur. Parce que l'offre client fragile, quand vous l'avez, déjà c'est restreint, c'est pour les personnes qui sont surendettées, qui sont fichées Banque de France et qui ont un très très faible revenu, les revenus sociaux, etc. Et en fait, on leur donne une carte à contrôle de solde, ils n'ont pas le droit au découvert. S'ils ont besoin d'un chèque, c'est un chèque de banque, donc on retire tout de suite l'argent. Donc ces gens-là ne peuvent pas avoir de frais bancaires quasiment. Donc c'est une fake news, c'est de la com pour faire croire qu'ils agissent, qu'ils ont entendu les citoyens. Non, c'est des menteurs, ils vont continuer. Et vraiment, 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 le seul gouvernement, le seul mouvement qui dira on plafonne pour tout le monde, c'est le seul qui ne mentira pas. Parce que celui qui va encore... là, j'ai vu je ne sais pas si je peux le dire, mais les LR qui viennent le 1er juin de déposer une proposition de loi, donc c'est la droite, hein, pour ceux qui... pour le surendettement et les frais bancaires, c'était une vaste blague. L'année dernière, on dépose une proposition de loi pour plafonner, ils disent non. Et là, ils reviennent avec... c'est intolérable de jouer de la misère des gens, de la précarité. Et puis, je rappellerai que il faut qu'on arrête de stigmatiser parce que quand ils disent les clients fragiles, c'est comme s'ils faisaient voir une partie de la population, les pauvres, etc. Et c'est encore un message malveillant parce qu'ils veulent cibler pour faire penser à la classe moyenne ça. Oh, vous n'êtes pas comme ça. Et c'est une manière de dire à la classe moyenne, qui est en vérité le plus impactée par les frais bancaires, de dire vous plaignez pas parce que sinon vous allez vous foutre la honte. Parce qu'on vient de stigmatiser ceux qui n'ont pas de moyens. Donc, non, sachez que les plus de 10 milliards de frais bancaires sont pris en grande majeure partie à la classe moyenne. Donc, en général, c'est ceux qui ont entre 2 000 et 3 000 euros, qui ont eu un pépin, une personne qui est décédée, un enfant malade, une perte d'emploi, etc. C'est là qu'ils se font matraquer. Et il n'y a rien. Et la réforme, et j'aimerais dénoncer aussi le pseudo-décret que M. le maire avait annoncé au mois de novembre, qui est totalement, alors déjà inappliqué et inapplicable, parce que c'est une usine à gaz. Il faut que pendant un mois, vous ayez eu 5 frais bancaires ou pendant 3 mois d'affilée, 3 mois, pour être plafonné 3 mois, mais après vous repartez à devoir repayer des frais, une usine à gaz. Donc c'est encore un discours, c'est encore ce que je disais tout à l'heure, de la rhétorique. Il faut dégager ce gouvernement, il faut plafonner les frais bancaires, parce que là, voilà, 10 milliards, quoi. On parle de 10 milliards, je ne sais pas si vous imaginez. Le cœur bat une fois par seconde. Donc, vous comptez. 10 milliards, c'est 3 siècles et demi, en fait. Il faut que votre cœur il ait battu 3 siècles et demi pour atteindre 10 milliards. On parle de la faillite des retraites pour 3,5 milliards, selon les années 7 milliards. Bah là, les banques, on les laisse prendre ça. Donc, on va vous ponctionner dans vos retraites, on va vous les supprimer parce qu'on dit qu'il faut de l'argent. On va vous ponctionner dans vos comptes parce que les banques veulent encore de l'argent. On va vous réduire votre chômage parce qu'il faut de l'argent. Et à un moment donné, on tape sur quelle bonne personne. Tout à l'heure, Adrienne, et je conclurai là-dessus, le disait, au Japon, ils ont condamné les personnes qui avaient fait les crédits à payer. C'est ça, hein, c'est au Japon, Adrienne, pardon. Et c'est ce que je prône aujourd'hui aussi. Depuis la crise 2008, les banques, elles sont refait une santé à faire des bénéfices monstres de plus de 48 milliards grâce aux garanties de l'État. Qui dit garantie de l'État, c'est garantie du peuple, c'est nos impôts. Et c'est nous qui payons à la finale. Donc cet argent, ils doivent le rendre. Demain, on fait rendre cet argent aux banques. Fini le problème de retraite, de chômage, de ceci. C'est du violon, tout ça. Donc voilà. En tout cas, un grand merci pour vos interventions, pour cette discussion que je pense riche, intéressante et stimulante. Alors, on va arriver à la fin du temps imparti pour notre émission et peut-être que vous voulez, dans le temps que vous voulez, conclure, c'est un petit dernier message à donner l'une et l'autre, quelque chose que vous avez envie que les personnes qui nous regardent, les auditrices et les auditeurs gardent en tête un peu le message peut-être le plus fort, soit dans la manière dont vous avez analysé les mouvements sociaux sur le sujet, la manière dont on peut se défendre peut-être au quotidien. Je ne sais pas, en tout cas, c'est l'heure pour votre mot de la fin. Je propose, Adrienne, de vous laisser la parole pour les petites conclusions. C'est difficile de conclure sur des sujets aussi vastes et qui sont aussi complexes. Et je vais conclure sur le cas japonais. Donc le cas japonais, il nous apprend qu'on peut saisir le droit pour se défendre, qu'on peut retourner le droit
contre l'État et qu'on peut bénéficier d'un changement de loi, d'un changement institutionnel, d'un changement social en utilisant et en recourant, en se mobilisant, en utilisant le droit, mais aussi en s'organisant et en utilisant tous les moyens. Et au Japon, un des grands moyens qui a été utilisé aussi, ce sont les médias. J'en ai pas du tout parlé, mais ça a été bien sûr un médium important pour publiciser le problème du surendettement et essayer de faire en sorte de changer aussi la conception au sein de l'opinion publique du problème du surendettement, que ce n'était pas seulement la responsabilité des individus, mais que ça pouvait être le révélateur d'un dysfonctionnement des structures plus larges, sociales, économiques, financières et politiques. Véronique, je te laisse aussi la parole pour conclure. Moi, mon mot de la fin, alors déjà, ce sera de remercier Adrienne et puis vous pourrez lui passer mon contact parce que je pense qu'on a encore plein de choses à échanger. Ce sera très, très intéressant. Merci. Alors, mon mot de la fin, c'est de redire une dernière fois aux gens, n'ayez plus honte. Fini. De leur recommander, en attendant qu'on continue le travail, Banque Info Recours. Faut faire attention, il y a plein d'associations qui sont démultipliées pour profiter de la détresse des gens qui étaient impactés par les frais bancaires. L'association, pour moi, la plus que j'ai rencontrée, avec qui j'ai travaillé, qui a été auditionnée par l'Assemblée, par Alexis Corbière, les Insoumis, etc. Banque Info Recours font un très bon travail. Et il y a autre chose que je voulais dire, c'est que vous avez le livret banque de la France Insoumise, où on est pour un pôle public bancaire, on est en train de le remettre à jour aujourd'hui avec tout ce qui s'est passé, la crise Covid, etc. Vous pouvez me contacter sur Facebook, au livret banque, et vous pouvez vous préparer parce qu'on va lancer, du moins en tous les cas, c'est le projet que j'ai en tête, une grande campagne nationale contre les frais bancaires. Parce qu'il faut, de même que les RIC, les référendums d'initiative citoyenne, je pense qu'il faut qu'on se rassemble tous autour de cette pétition pour montrer le poids qu'on a face à ce gouvernement et pour enfin plafonner ces frais. On prétexte, comme Adrienne le disait tout à l'heure, on pointe du doigt en disant ceux qui ont des frais, c'est ceux qui font n'importe quoi avec leurs cartes. Je vous dis une dernière chose. En banque, si vraiment on voit, ça peut arriver, parce que Bruno Le Maire disait si on plafonne, c'est laisser la porte ouverte à tous les abus. C'est faux. Vous appuyez sur un bouton en banque, la carte elle est bloquée, tout est bloqué. Donc quand vraiment quelqu'un, ça pourrait péter un plomb, vous avez peut-être 1% des gens qui ont des frais, qui ont pété un plomb à un moment donné, mais ce n'est pas vrai. La majeure partie des gens qui sont impactés par les frais bancaires sont des gens très sérieux, des gens qui font leur compte, des gens, des familles monoparentales, des gens qui ont été licenciés, des gens... Vraiment, voilà. Donc, n'ayez plus honte, c'est de l'autre côté, il faut que la peur change de camp, comme on dit. Et en tous les cas, moi, pour ma part, c'est un combat que je mène depuis plus de 6 ans, que j'ai fait évoluer d'une manière énorme grâce à vous, grâce aux députés insoumis, etc. Donc je vais continuer, je ne lâcherai pas, que ce soit syndicalement, politiquement, associativement. Donc voilà, Véronique Danet, vous pouvez me contacter, il n'y a aucun souci, j'ai beaucoup de travail, mais je suis là. Eh bien donc, on conclut cette émission avec le slogan « Ne rien lâcher », ce qui est tout à fait adapté à ce qu'on a essayé de faire au cours de ces différents épisodes. Donc, merci à nos 2 intervenantes. Merci Adrienne Salah, merci Véronique Danet. C'était la dernière émission des jeudis du programme. On espère que vous avez apprécié, que toutes les auditrices et auditeurs ont apprécié sur 3 plans pour essayer peut-être de comprendre un peu mieux les logiques du surendettement, essayer de pouvoir s'organiser lorsqu'on est concerné ou qu'on a des proches qui sont concernés. Et bien sûr, un petit voyage au Japon dont on a pu voir un salon sur l'arrière-plan chez Adrienne. Donc, on souhaite des bonnes vacances à toutes et à tous. On espère que vous allez pouvoir profiter de 5 semaines de congés payés en attendant la 6e. Et on se retrouve fin août à Valence, aux amphis d'été, où on pourra continuer ces discussions avec un programme aux petits oignons. Merci beaucoup et à bientôt.